employés en Afrique. Enfin, c'est très clairement dit comme ça dans le texte de l'époque. Là encore, quand on parle de retard, enfin, voilà, quand je parle de retard et de lâcheté politique, il faut se dire ça, c'est pas 2001, oh mon Dieu, le Conseil de sécurité découvre que les Africains, pour faire vite, meurent. C'est non, tiens, les Africains ne peuvent pas être employés par Coca-Cola. Coca-Cola qui, 3-4 ans après, offrira une couverture maladie à ses employés en Afrique, vu que c'était le premier employeur en Afrique. Et là encore, lâcheté toujours complète des questions internationales, les pays riches du G8 en 2005 avaient promis l'accès universel au traitement contre le sida, le paludisme et la tuberculose. On est aujourd'hui en 2011. Les financements au niveau international ont régressé ou stagné par rapport aux besoins. Et moins de 40% des personnes qui en ont besoin ont accès au traitement, donc accès universel, etc. Donc, ne nions pas la part de tout ce qui est le missionnaire politique là-dessus. Et donc, pour juste redire comment remobiliser, moi, si je suis venu à ACT UP, la part d'ACT UP est liée à des trucs très personnels, mais je pense que vraiment, la lutte contre le sida permet de parler de beaucoup d'autres choses, même si on n'a pas un lien direct. Ça permet de parler de logement, ça permet de parler de solidarité internationale, ça permet, on se retrouve en lien avec plein de questions de société que n'évoquent pas d'autres pathologies, pour plein de raisons diverses. Et je pense que c'est encore vrai maintenant. Donc la question n'est pas tant le pied qui est derrière nous, c'est est-ce que c'est toujours vrai ça, et que à ce titre-là, il faut constamment parler de ça. C'est que les questions qui se posaient sur l'accès à la santé en milieu carcéral se posent encore toujours, malgré quelques progrès législatifs. Toutes les inégalités entre les hommes et les femmes, elles se posent toujours. Donc voilà, la lutte contre le sida parle de tout ça. Qu'on soit ACT UP, mais qu'on soit aussi un bénévole de telle association de service, on va forcément, à un moment ou à un autre, s'affronter à ce genre de choses qui fait qu'on ne va pas parler uniquement de VIH, on va parler de plein de choses de la société, de la politique. Je pense qu'on est à 1 an des élections, et de se dire ça aussi, de se dire que c'est ça l'enseignement contre le sida, c'est super important pour mobiliser et remobiliser, à l'intérieur d'ACT UP pour ce qui me concerne, mais éventuellement à l'extérieur sous d'autres formes, de se dire ça. Et sinon, la question que j'ai posée paraît peut-être super minoritaire par rapport à tout ce que je viens de dire, mais moi, elle me trotte vraiment dans la tête. On parle de sida, VIH, comme si on avait oublié un peu la différence, et que c'est une classification qui date de maintenant de combien de temps, je ne sais plus, de 15-20 ans. On est de bien avant l'arrivée des trithérapies, des antiprotéases. On sait maintenant que des personnes qui sont simplement séropositives sans être malades du sida tel que défini par des critères d'il y a 20 ans, 25 ans, meurent d'autre chose, de cancer qu'on appelle non-classant, se suicident, font faire des dépressions, etc. Est-ce que parmi les priorités au niveau scientifique, au niveau recherche médicale, il n'y aurait pas quelque chose à creuser autour d'une nouvelle définition de ce que c'est que le sida? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une opposition entre VIH, un séropositif sida qui est fini, en tout cas pour des pays comme nous, avec ce traitement est terminé. Mais voilà, quand on regarde un petit peu les rapports d'experts, les études sur les mortalités, il y a beaucoup de choses. Ce qui était logique, on ne connaissait pas avant, parce que les gens crevaient d'autres choses auparavant, donc des maladies identifiées. Mais là, il y a plein d'autres maladies qui arrivent. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, pour plein de raisons différentes, à modifier tout ça? Juste rapidement, d'abord je voudrais mettre l'emphase sur ce que vous avez dit qui me paraît très important, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le fait qu'on n'a pas réussi à capitaliser un certain nombre de choses. Je pense que la lutte contre le VIH-Sida, comme on dit, effectivement, elle a été paradigmatique, hein, je suis désolé d'utiliser un gros mot, mais et elle le reste. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment valorisé cet aspect-là et capitalisé, je ne sais pas si le terme est très joli, mais en tout cas, je ne voudrais pas qu'on y mette un sous-entendu financier, hein, bien entendu, mais on ne l'a pas suffisamment valorisé pour permettre de faire entendre que justement on illustre tout un sujet qui dépasse largement le sida. Et en tout cas, au CNS aujourd'hui, quand on parle des migrants, quand on parle des prisons, comme vous l'avez évoqué, quand on parle des travailleurs du sexe, on sait bien que, et quand un sujet qui a été au cœur, je crois, de la lutte contre le sida, qui est les droits des personnes, on voit bien que ça ne concerne pas que le VIH-Sida, quoi, hein, et que la santé, c'est d'abord le droit
la défense des droits des personnes, et que ça dépasse largement le problème du VIH-Sida. Peut-être qu'on n'a pas su non plus le valoriser suffisamment. Donc ça, je suis complètement d'accord, et moi je m'en prends toujours qu'à moi-même finalement, à dire que tout ça, si ça passe pas, c'est aussi parce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas réussi à bien le faire passer, quoi, hein, avec différents moyens. Alors, je sais que l'histoire, pour la deuxième partie de votre intervention, moi j'arrive pas à trop à rentrer dans le débat VIH-Sida. C'est vrai qu'il y a eu un développement historique des définitions de ce que c'était que la maladie, mais finalement, est-ce que le symptôme ou le fait qu'une maladie devienne symptomatique pose problème, pour la nommer différemment? Quand on parle d'hypertension artérielle, on la traite même quand les gens ne souffrent de rien. Et je dirais même que quand on parle d'une leucémie lymphoïde ou myéloïde chronique, pendant des années, les gens n'ont aucun symptôme clinique, et pourtant on sait que l'évolution peut conduire. Et on traite les gens, et vous voyez, quand on dit à quelqu'un qu'il a une leucémie lymphoïde chronique, ça reste assez effrayant puisqu'il a une leucémie, mais pourtant il peut passer 10 ans, 15 ans, 20 ans sans avoir aucun symptôme. Alors je conçois qu'à un moment on ait pu vouloir faire bien la différence entre le séropos, comme on a dit, un terme que je déteste, on est tous séropos, hein, je vous signale, à quelque chose. Donc, séropos français, allemand ou n'importe, on est tous séropos. Et le sida, parce que ça avait un sens, mais aujourd'hui, finalement, le sida, ça ne devrait plus exister, puisqu'on a les possibilités thérapeutiques de l'éviter, et on va pas les personnes vivant avec le VIH ou infectées par le VIH, enfin je sais qu'il y a tout un débat sémantique là-dessus, mais voilà, point. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. Oui, enfin, voilà, c'est mon sentiment. Je vous rappelle que quand même, juste un petit mot, être porteur d'un virus qui vous détruit 10 puissance 10 globules blancs par jour, franchement, même si on ne le ressent pas, c'est pas terrible, quoi. C'est pas un processus. Alors, c'est vrai que c'est dans les représentations, mais où est la différence entre une maladie perceptible ou imperceptible? Je ne sais plus. Je ne sais pas. Oui, bon, pour rappeler, ça s'est passé un grand combat d'acteurs aux États-Unis, l'histoire de la classification, dans la mesure où ce qui se passait, c'est que les personnes qui étaient atteintes du sida avaient accès on va dire au 100% à l'ALD, aux bénéfices des pensions, etc., etc. Et beaucoup de femmes, notamment avec des cancers du col, etc., qui étaient liés à leur séropositivité, n'avaient pas accès à ça. Il y a un film qui a été fait récemment sur justement les paroles de militants d'Act Up, et la première partie, ce sont des femmes qui parlent de tout leur combat, ça a duré des mois et des mois, pour faire valoir que certaines infections opportunistes spécifiques aux femmes étaient liées au sida, enfin, étaient liées au VIH, enfin, étaient aggravées par le VIH, et donc il fallait les faire rentrer dans la classification sida. C'est vrai qu'en France, on a été d'emblée sur l'idée, tous les séropositifs, enfin on l'a obtenu, on s'est battu quand même pour, en 93, tous les séropositifs sont pris en charge à 100%. Et c'est vrai que ça a quand même grandement facilité les choses, mais c'était un vrai débat très important et qui là aussi montre bien que c'est parce que les malades se sont mobilisés, se sont exprimés. On pourrait citer aussi Sustiva, que moi j'ai jamais voulu prendre, qui était un mononucléoside, parce que beaucoup de gens autour de moi, ou autour de nous, en prenaient et avaient des gros problèmes au système nerveux central, d'insomnie, de cauchemars, voire de tentatives de suicide, voire de suicide. Il y a des gens qui sont, des gens qui sont suicidés. Eh bien, quand vous disiez ça au labo, au début, on vous disait non, c'est pas vrai, c'est parce que les gens sont déprimés par ailleurs, blablabla. Et puis quand on a vraiment mis le labo, c'était Lionel Royon qui a expliqué devant le staff du laboratoire qu'il était homosexuel de toute sa vie et que depuis qu'il prenait Sustiva, il faisait des rêves hétérosexuels. Bon, nous on s'est un peu passé pour ne pas rire à ce moment-là, parce que c'était vraiment pas drôle pour lui. Oui, c'est vrai, mais c'est drôle quand même. C'est drôle quand même. Mais donc on a gardé notre sang-froid
espoir et notre sérieux, parce que là, je peux vous dire que tout le staff, et en plus dans le staff de ce festival, il y avait des gays planqués, il le disait tellement, non mais parce que pour lui, c'était carrément, on lui volait son identité. C'était sérieux, c'était pas rigolo. Et donc, bon, c'est vrai qu'en sortant de la réunion, on a vraiment fait rire, mais ce que je veux dire, c'est que, comme par hasard, quelques temps après, des choses ont démarré et la prise en compte des problème au système nerveux central est devenu importante et signalée. Mais merci de rappeler ça. Il y a eu toute une bagarre, je crois que c'était en 86 ou 87, sur le fait que les Américains ont inclus la tuberculose dans la définition du sida. Et c'était réellement pour ce que tu dis, c'est-à-dire à New York, la majorité des personnes infectées par le VIH se retrouvaient avec une tuberculose. Ils ne pouvaient pas être pris en charge parce qu'effectivement, à l'époque, de la même manière, il y a des gens qui arrivaient en dessous de 200 CD4 et qui ne pouvaient pas avoir accès au remboursement parce qu'ils n'avaient pas la définition du sida. Et il y a eu une bagarre aux États-Unis, des associations, pour dire mais dès que les gens, on inclut dans le sida tous les gens qui ont moins de 200 CD4. La définition était arbitraire et il y a eu une bagarre autour de ça, mais qui avait des composantes qui étaient plus socio-économiques que médicales même. Hein. Le sens médical n'était pas... Alors c'est vrai que les enjeux en France étaient très différents et la France et l'Europe a gardé l'ancienne définition parce que justement ce problème socio-économique n'existait pas et que c'était compliqué de changer de définition au milieu parce que ça permettait de... ça troublait le suivi de l'évolution. Hein. Donc la France et l'Europe ont gardé l'ancienne définition puisque la problématique n'était pas la même et les Américains ont changé de définition, d'ailleurs c'est toujours la même chose. Et inversement, ils n'avaient pas de leishmaniose. Nous, on n'avait pas d'histoplasmose, donc on s'en fichait, et ils n'avaient pas de leishmaniose, et la leishmaniose n'est toujours pas dans la définition du sida. Vous voyez, la définition du sida n'était pas une définition médicale, c'était une définition épidémiologique. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait que des critères cliniques pour définir la maladie, et... mais à un moment, à partir du moment où on a de la sérologie, à la limite, on n'en avait plus besoin. Donc c'est un débat dont j'ai encore du mal à comprendre le sens aujourd'hui, je veux dire. Enfin, je suis pas sûr non plus que ça n'intéresse, simplement que dans les pays où les traitements sont là, le virus évolue lentement, donc d'autres problèmes se posent qui n'auraient pas pu se poser avant parce que les gens mourraient avant autrement. Donc comme vous venez de le dire, ce que c'est que le sida est simplement une classification épidémiologique. On fait une liste de maladies qui sont associées à tel problème, à savoir avoir le virus. Tel type de cancer, on ne pouvait pas le mettre avant parce qu'il n'apparaissait pas, parce que les gens mourraient d'autres choses. Donc se poser la question de savoir si, moi de façon même provocante, je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas mettre le suicide comme maladie classée, tentative de suicide comme maladie classée? C'est ce qu'on fait aujourd'hui en fait. Hein. Quand vous regardez les études sur les morbidités, on met sida et autres pathologies. Quand vous regardez les cohortes aujourd'hui, les cellules de cohorte, on place toutes les pathologies morbides ou mortifères dans les comparaisons entre les groupes. Hein. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Vraiment, dans les études médicales, c'est mortalité toute cause. Oui. Toute cause, y compris suicide. Notamment sur les cancers où on classe où on a les cancers classés en sida et les cancers non classés en sida. C'est inclus maintenant dans le comptage, la comptabilité morbide, hein, mais c'est inclus. Je suis désolé, c'est ma dernière intervention, après j'insisterai pas plus là-dessus, mais quand il n'y a personne qui lève le dos. Levez le doigt pour une question. Cancer classant sida, cancer classant non sida, donc c'est très bien de faire la liste et de tout mettre au même groupe, mais dans la réflexion, qu'est-ce qui serait plus associé que d'autres types de cancers au VIH si on ne se pose pas un moment la question de savoir classification sida, ça permet de savoir ce qui est le plus associé au VIH. C'est pas pour employé en Afrique, c'est très clairement dit comme ça dans le texte de l'époque. Là encore, quand on parle de retard, quand je parle de retard et de lâcheté politique, faut se dire ça, c'est pas 2001, oh mon Dieu, le Conseil de sécurité découvre que les Africains, pour faire vite, meurent. C'est non, tiens, les Africains ne doivent pas être employés par Coca-Cola. Coca-Cola qui, 3-4 ans après, offrira une couverture maladie à ses employés en Afrique, vu que c'était le premier employeur en Afrique.
Et là encore, là je fais toujours parler des questions internationales, il faut constamment parler de ça, c'est que les questions qui se posaient sur l'accès à la santé en milieu carcéral se posent encore toujours, malgré quelques progrès législatifs. Toutes les inégalités entre les hommes et les femmes, elles se posent toujours. Donc voilà, la lutte contre le sida parle de tout ça, qu'on soit ACT UP, mais qu'on soit aussi un bénévole de telle association de service, on va forcément, à un moment ou à un autre, s'affronter à ce genre de choses qui fait qu'on ne va pas parler uniquement de VIH, on va parler de plein de choses de la société, de la politique. Je pense qu'on est un des... Moi, si je suis venu à ACT UP, la part d'ACT UP est liée à des trucs très personnels, mais je pense que vraiment, la lutte contre le sida permet de parler de beaucoup d'autres choses, même si on n'a pas un lien direct, ça permet de parler de logement, ça permet de parler de solidarité internationale, ça permet... Enfin voilà, on se retrouve en lien avec plein de questions de société que n'évoquent pas d'autres pathologies, pour plein de raisons diverses. Et je pense que c'est encore vrai maintenant. Enfin, donc la question n'est pas tant le pied qui est derrière nous, c'est est-ce que c'est toujours vrai ça et que à ce titre-là, des élections, et de se dire ça aussi, de se dire que c'est ça l'enseignement contre le sida, c'est super important pour mobiliser et remobiliser, à l'intérieur d'acteurs pour ce qui me concerne, mais éventuellement à l'extérieur sous d'autres formes, de se dire ça. Et sinon, la question que j'ai posée paraît peut-être super minoritaire par rapport à tout ce que je viens de dire, mais moi, elle me trotte vraiment dans la tête. On parle de sida, VIH, comme si on avait oublié un peu la différence, et que c'est une classification qui date de maintenant de combien de temps, je ne sais plus, le pays riche du G8, en 2005, avait promis l'accès universel au traitement contre le sida, le paludisme et la tuberculose. On est aujourd'hui en 2011. Les financements au niveau international ont régressé ou stagné par rapport aux besoins, et moins de 40% des personnes qui en ont besoin ont accès au traitement, donc accès universel, etc. Donc, ne nions pas la part de tout ce qui est le missionnaire politique là-dessus. Et donc, pour juste redire comment remobiliser